Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver en cette fin de semaine pour une toute nouvelle vidéo lecture. Ouais, enfin, c'est pas un prank, hein, c'est pas un prank. Enfin, je sors progressivement, petit à petit, d'une panne de lecture qui m'a paralysé le cerveau pendant plusieurs semaines. Franchement, j'étais pas bien, vraiment j'étais pas bien, j'avais vraiment envie de lire, mais dès l'instant que j'ouvrais un livre, je le refermais aussitôt. Et pareil pour les livres audio. Je n'arrivais pas, en fait, à juste me focus sur l'histoire. J'ai écouté 5, 10 minutes, un quart d'heure, tout au mieux, un chapitre, 2 chapitres, et puis après, bam! Voilà, ce sont des choses qui arrivent, on appelle ça les pannes lecture, on n'a juste pas envie. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos messages hyper choupis que vous m'avez laissés sur Instagram pour me dire que c'est pas grave, c'est normal, à un moment ça arrive, voilà, on n'est pas dedans, on n'est pas focus. J'ai réussi, néanmoins, grâce à plusieurs mangas, à sortir de cette panne lecture. J'avais juste besoin en fait de changer de support et de ne pas lire de romans, même si je suis toujours en train de lire le 4e tome de La Passe Miroir. Voilà, je savoure en fait chapitre par chapitre. Je vous en parle bien évidemment bientôt, mais pour l'instant, je tiens à vous parler des mangas qui m'ont permis de sortir de cette panne lecture. Dans cette vidéo, je vous parlerai donc très brièvement, mais il faut quand même que je vous en parle, du 14e tome de la série Beastars de Paru Itagaki, de La Gameuse et son chat de Wataru Nadatani, de Shadow's House de Somato, de L'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama, et enfin de la version manga du célèbre best-seller de Marie Kondo, La magie du rangement. Allez, on commence sans plus attendre avec le 14e tome de Beastars. Je vais passer très vite dessus parce que forcément si vous n'avez pas lu les 13 premiers tomes, vous n'allez rien biter et les premières minutes de cette vidéo ne vont juste pas être digestes pour vous. Donc j'en parle très brièvement pour celles et ceux qui en sont au même point que moi. Dans ce 14e tome, bien sûr, on va un petit peu plus faire la connaissance de Yaya, qui est le Beastar en titre. C'est un cheval, il a la cinquantaine. On l'a découvert dans le tome précédent grâce à sa relation avec le grand-père de Legoshi. Là, donc, on va en apprendre un petit peu plus sur lui. Il va donner rendez-vous à Legoshi dans ses quartiers principaux. Cela va d'ailleurs donner quelques étincelles et lieu à une séquence un poil dérangeante, hein. J'ai trouvé quand même, une séquence assez inattendue. Donc je vous laisse découvrir ça. Et d'ailleurs, ce 14e tome introduit également le grand antagoniste de ce nouvel arc narratif qui a commencé dans le tome précédent, qui s'appelle Melon, qui est un hybride mi-gazelle, mi-léopard, et qui se fait passer pour un médecin, psychologue pour pachyderme, et comme le gars est un énorme psychopathe, en fait, il va justement les manipuler pour mieux les tuer et s'emparer de leur ivoire. On a donc affaire à un gros psychopathe qui va d'ailleurs apparaître sur la 15e couverture du manga, qui est donc à prévoir pour la première semaine du mois de mars 2021. Donc c'est dans très peu de temps, quelques jours au moment de la diffusion de cette vidéo. J'ai très hâte, et évidemment, je vous en parlerai sur les réseaux sociaux. On passe maintenant au premier tome d'une nouvelle saga qui est sortie il y a peu de temps et qui s'appelle La Gameuse et son chat. C'est sorti chez Doki Doki et c'est un manga de Wataru Nadatani. Ça parle d'une gameuse, oui, parce qu'on a toujours tendance à parler de gamers, de jeux vidéo, de clichés, de gars accros aux écrans, hein. Non, là on va vraiment parler d'une gameuse, donc déjà une gameuse quoi. Yes, girl power, une gameuse qui a 29 ans. Elle s'appelle Kozakura et elle est pas hyper sociable, parce qu'en fait, elle travaille bien, elle travaille dans un bureau, dans un open space, elle est toujours entourée de beaucoup de ses collègues, mais à 17h, ses collègues savent qu'ils ne peuvent pas compter sur elle pour un after work, parce qu'à 17h tapante, elle pose tout, elle éteint tout, elle se casse, et elle rentre chez elle, elle s'enferme, et elle passe sa soirée à jouer à des jeux vidéo. Donc, meilleure vie, hein, j'ai envie de dire. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est quand même sympa aussi, les after-work, mais elle ne veut pas en entendre parler. Et à un moment donné, pendant une journée de travail, on va lui apporter un petit chaton, voilà, qui a été retrouvé dans la rue par un pompier, je crois, qui l'amène et qui dit, voilà, on a essayé de l'identifier, malheureusement, il semble appartenir à personne, qui voudrait bien le prendre sous son aile. Et c'est là que Kozakura va jeter un petit coup d'œil dans le carton avec l'animal, et elle va se dire,
c'est bon, je le prends. Et en fait, quelques minutes après, elle s'en va du bureau avec le chat dans les bras, elle se dit, mais était-ce vraiment une bonne idée? Pourquoi j'ai fait ça, en fait? Et donc Kozakura va voir son quotidien changer du jour au lendemain avec ce petit chat qui arrive. Elle lui donne toujours pas de nom, elle sait même pas si c'est un mâle ou une femelle, mais elle commence à s'adapter un petit peu. Il est hyper mignon, puis d'un autre côté il est très joueur, et il détourne un petit peu son attention de ses jeux vidéo, même si elle reste quand même très geekos à fond sur ses jeux, et j'ai trouvé ça hyper frais en fait. C'est un manga où on va suivre les aventures d'une jeune femme qui est à fond sur ses jeux et qui en même temps se laisse attendrir par un petit chat. C'est un peu comme si le chat lui ramenait un peu son attention vers la vraie vie, entre guillemets, que voilà, la vraie vie ne s'arrête pas au moment où elle quitte le bureau. Et c'est hyper frais, c'est hyper drôle, c'est joyeux, Kozakura elle est attachante, le chat il est hyper attachant également. Et ça se prend pas au sérieux, ça tombe pas dans le cliché, c'est voilà, c'est un petit manga. Le prochain tome sort bientôt, j'ai très hâte de le découvrir en tout cas. Le manga suivant est une grosse recommandation que vous m'avez faite sur mon live Instagram, le Rendez-vous des Loups, tous les lundis à 19 h, donc sur Instagram, mon compte c'est @wolfagram. Venez me rejoindre pour papoter ensemble tous les lundis. Du coup, vous m'avez fait cette recommandation, c'est Shadow's House, un manga de Somato, et c'est sorti en France chez Glénat. On va y suivre les aventures de la famille Shadow et de leurs poupées vivantes. La famille Shadow est une famille très particulière, qui semble être une très grande famille, qui vit dans un très grand manoir, un manoir tout aussi mystérieux d'ailleurs. Et pourquoi est-ce qu'ils sont mystérieux, les Shadow? Tout simplement parce qu'ils sont noirs de jet. Ils sont très noirs, noirs ébène, noirs de suie même. On ne peut distinguer aucun des éléments de leur faciès, même de leur peau, de leur corps, rien du tout. Ils sont comme des espèces d'ombres en 3D. On ne peut distinguer la forme de leur corps que justement via leur silhouette et via les vêtements qu'ils portent. Et pour qu'on puisse les distinguer, chaque membre de la famille Shadow possède une poupée vivante. Et donc là, vous pouvez voir sur la couverture Mademoiselle Kate, donc Kate Shadow, que l'on va suivre pendant tout le manga, et sa poupée vivante qui s'appelle Emiliko. Donc le premier tome de ce manga va se focuser en fait sur la relation entre Mademoiselle Kate et sa servante, sa poupée vivante Emiliko, qui a donc son visage. Et la mission première en fait d'une poupée vivante, comme vous pouvez le voir, là elle est vraiment habillée en servante, c'est vraiment de faire le ménage. Voilà, elle fait le ménage dans sa chambre, dans ses quartiers qui lui appartiennent à elle, dans le manoir. On va vraiment se focuser sur leur relation entre voilà, la propriétaire et la servante. Mais vers la fin du manga, on apprendra qu'il y a beaucoup plus de membres de la famille Shadow qu'on ne peut l'imaginer, et surtout beaucoup plus de poupées vivantes. Donc pour l'instant ça c'est que vers la fin du manga, donc ça va nous donner envie d'en savoir plus. Est-ce que la famille Shadow est aussi mystérieuse qu'elle en a l'air? Est-ce que les poupées vivantes sont réellement des poupées? Elles ont quand même l'air très humaines, mine de rien. C'est tout en mystère, en fait. Et puis, on s'attache très clairement à Emiliko. Emiliko, c'est une petite poupée, elle est toute mignonne, on a vraiment envie d'en apprendre plus sur elle. C'est bizarre, parce que j'ai vraiment lu le manga et je l'ai beaucoup aimé, et j'ai peur d'en dire trop, alors qu'en fait, j'en sais pas trop. J'ai pas lu le tome 2, par exemple, pas encore. Mais ça donne très envie d'en savoir plus, donc j'ai très hâte de lire le deuxième tome. Pour l'instant il y en a 4 qui sont sortis en France, 6 ou 7, quelque chose comme ça, sortis au Japon. Donc on est très loin de la sortie des tomes japonais. Donc voilà, merci beaucoup pour cette recommandation. Le prochain manga est une autre recommandation que vous m'avez faite sur les réseaux sociaux et en MP notamment. Il s'agit de l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama, sorti en France chez Pika Édition. Dans l'Atelier des Sorciers, on va suivre les aventures de la jeune Coco, une enfant qui travaille avec sa mère, donc enfant de 12-13 ans, quelque chose comme ça, qui travaille donc avec sa maman dans un atelier textile et qui va faire la connaissance de Kiefrey. Kiefrey est un sorcier. Dans l'univers en fait de l'Atelier des Sorciers, la magie existe, mais elle ne peut être manipulée, utilisée que par les personnes nées sorciers, sorcières. Ce n'est pas le cas de Coco. Par contre, elle a toujours été émerveillée par la magie, elle adorerait pouvoir l'utiliser, ça lui fait briller les yeux, elle adore ça. Et en fait, Kiefrey est extrêmement sympathique, extrêmement gentil, il va lui faire, justement, lui montrer un petit peu son carrosse, etc., etc. Et à un moment donné, il va lui dire mettons un peu de côté, en fait là je vais devoir utiliser un sort, mais personne ne doit me voir utiliser un sort.
Voilà, tout simplement, je ne peux pas me permettre de l'utiliser. Les sorciers ne doivent utiliser leur magie que en étant cachés du monde extérieur. C'était sans compter, bien évidemment, la curiosité de Coco qui va, sans aucune vergogne, espionner notre cher Kieffret. Et elle va se rendre compte que la magie, finalement, elle va peut-être pouvoir l'utiliser elle-même en reproduisant les gestes de Kieffret. Et elle va le faire. Elle va le faire. Et malheureusement, elle va même se servir d'un sort interdit. Elle n'était pas au courant, elle n'y connaît absolument rien. Et voilà, ça va lui tomber dessus, et surtout ça va tomber sur sa mère, qu'elle va maudire bien malgré elle. Et si elle veut avoir une chance de pouvoir sauver sa maman, Coco n'aura d'autre choix que de maîtriser à son tour la magie, et pour cela, Kieffret va la prendre sous son aile. Alors c'est un manga, certes vous me l'avez beaucoup recommandé, très chaudement recommandé même, mais j'ai hésité à me lancer parce que j'étais pas hyper fan du trait, du dessin. Et pourtant, mon dieu que c'est beau, hein. Vraiment c'est hyper beau, voilà, Kamome Shirahama a un style de fou, mais je sais pas, au premier abord, au deuxième d'ailleurs, ça l'a pas fait. Et puis bah finalement les semaines se sont passées, et puis bah je l'ai acheté, il a attendu un petit peu, 1-2 semaines de plus, et puis finalement je l'ai pris, je l'ai commencé, et je ne me suis pas arrêté avant la fin. C'est un super manga, vraiment très beau, c'est très mignon, ça parle de magie élémentaire, rien à voir. C'est très didactique aussi, hein. Il y a des pages qui nous expliquent un petit peu comment fonctionne la magie dans l'univers de l'atelier des sorciers. Il y a des histoires d'amitié, des histoires de bienveillance, de malveillance, des histoires de mise au défi, de rivalité. Très honnêtement, celles et ceux qui ont lu l'atelier des sorciers se sont très certainement pris d'amour pour le petit ver tout mignon que l'on découvre dans le premier tome de cette série. Voilà, le petit ver, je sais pas s'il a un nom, toujours est-il qu'il est là, et qu'il va devenir ma nouvelle mascotte. Voilà, c'est une espèce de gros boudin luisant, mais il est tout mignon. Je crois que c'est un ver luisant, hein. C'est un ver, mais c'est un ver magique qui est très attiré par l'odeur qui émane de l'encre utilisée par les sorciers pour lancer leurs sorts. Je ne vous en dis pas plus, parce que là ça vous spoil quand même un tout petit peu. Donc voilà, découvrez l'atelier des sorciers, c'est chez Pika Édition, et vous m'avez fait une très bonne recommandation encore une fois, donc j'ai hâte de lire la suite, et de me procurer d'ailleurs le 7e tome, qui est une édition collector, qui comprend un carnet de sorcellerie avec des pages toutes rondes, pour dessiner ses propres pentacles. J'ai hâte. Et enfin, on termine cette session manga avec la version illustrée du best-seller de Marie Kondo, qui est La magie du rangement. Les dessins sont de Yuko Uramoto et c'est sorti chez Kuropop. Vous avez très certainement déjà entendu parler de la méthode KonMari, qui est une méthode de désencombrement et de rangement, qui a été brillamment illustrée, notamment dans la série Netflix de Marie Kondo, où celle-ci vient avec une interprète prodiguer donc ses conseils à des ménages, japonais pas du tout, des ménages américains justement, qui sont un peu submergés par le désordre et qui ont vraiment beaucoup de mal à... Voilà, ils ne peuvent accueillir personne chez eux parce qu'ils arrivent juste pas à ranger, ils ont beaucoup de mal, ils ont honte, ils veulent quelque chose de beaucoup mieux pour leurs enfants, etc. Peu importe les raisons, Marie Kondo vient les voir, et vraiment, cette série, c'est un bonbon. Ça se savoure. Moi, j'ai binge-watché quelque chose comme 7 ou 8 épisodes à la suite. J'ai adoré, c'est une vague de bienveillance qu'on se prend pleine poire, et ça fait du bien en ces temps très difficiles qu'on traverse toutes et tous. Donc, j'avais envie de découvrir cette version, enfin, en fait, très honnêtement, j'ai lu d'abord le manga, après avoir entendu parler de la méthode Marie Kondo via Mademoiselle, mademoiselle.com, donc le site internet, et ensuite j'ai regardé donc la série. Et j'ai relu le manga derrière, parce que c'est vrai que c'est un manga qui est très didactique, qui nous explique justement comment, par exemple, plier des t-shirts. Voilà, on a la méthode pli de t-shirt, comment gagner de la place dans ses garde-robes, dans ses armoires, comment trier ses livres, comment trier ses papiers. Voilà, on a vraiment des méthodes. Tous les chapitres du roman, enfin pas du roman, mais plus du livre original de Marie Kondo sont désormais illustrés via donc les aventures de Chiaki Suzuki, qui est une jeune active japonaise qui, dans la vie, très clairement, n'a pas le time. Elle a pas le time. Sa maison est un capharnaüm. Bon, c'est pas sale crade, hein, c'est juste
un bordel sans nom tellement il y a de choses. Elle a vraiment besoin des conseils de Marie Kondo parce que quand elle va apprendre à faire... elle va faire la connaissance de son nouveau voisin qui est beau comme un cœur, elle se dirait j'aimerais bien l'inviter à dîner lui, mais c'est juste pas possible parce que j'habite dans un dépotoir. Donc elle va suivre tous les conseils à la lettre de Marie Kondo jusqu'à retrouver un intérieur rutilant et extrêmement bien rangé, et donc on va en prendre de la graine. Je vous invite bien évidemment à découvrir cette version illustrée si vous êtes allergique aux gros pavés plein de lettres, plein de phrases, plein de paragraphes. Si ça fait beaucoup plus sens pour vous de voir des choses parfaitement bien rangées, c'est vrai que moi c'est comme ça que ça a fonctionné, c'est comme ça que j'ai pu vraiment découvrir la méthode Marie Kondo. J'avais besoin d'exemples, j'avais besoin de visuels, plus que de juste lire un livre et de pas avoir vraiment d'exemples concrets sous les yeux. Donc c'est, je le répète, la version illustrée du best-seller de Marie Kondo. Les dessins sont de Yuko Uramoto, c'est sorti chez Kulo Pop. Vous pouvez apprendre à plier des chaussettes, plier des collants, plier des sous-vêtements, plier des pantalons, plier des t-shirts, comment ranger vos papiers, comment ranger vos vêtements, comment ranger vos livres, comment traiter votre maison avec respect. Faites ça, regardez la série sur Netflix, je ne pourrais que trop vous conseiller la méthode Marie Kondo, c'est une habitude qui change la vie, vraiment. Voilà, beaucoup d'enthousiasme, hein, très clairement, pour cette session de rangement avec Marie Kondo. Comme je le disais, c'est vraiment une habitude qui change la vie, et d'ailleurs, je m'y suis mis très vite, c'est pour ça que vous ne pouvez pas voir de livres derrière moi, comme il pouvait y en avoir, il y avait à peu près 35 kilos de bouquins derrière. Faites une session de rangement, vous savez pas quoi faire un week-end, je peux vous dire que ça fait grave du bien, comme ça m'a fait du bien de vous parler dans cette nouvelle vidéo. Bien évidemment, on se retrouve sur les réseaux sociaux pour de nouvelles aventures, si vous n'avez pas envie d'attendre entre deux vidéos. Et puis bien évidemment, la prochaine, ce sera dimanche prochain à 18 h, comme chaque semaine. Le mois de mars promet d'être très créatif, alors soyez présents, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, et en attendant, je vous embrasse très fort sur vos truffes humides, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.